Bonjour les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode avec Philippe Bobolin. C'est reparti pour un tour. On est à notre deuxième étape sur tout cet univers. Le programme est extraordinaire. Et Philippe, comme d'habitude, super motivé et super positif. Bonjour Philippe. Bonjour Emma, bonjour à nos auditeurs. Bon, Philippe, il a l'air en forme. Et pour cette capsule spéciale transhumanisme, il s'est mis plein de plantes autour de lui pour se protéger. Voilà, au moins du naturel. Se protéger du futur. Et si vous êtes observateur, vous verrez que Philippe change tout le temps un petit détail de son décor. C'est vraiment toujours, pour moi, ça me fait toujours rire. Et puis, je salue évidemment sa chère épouse qui contribue à ces petits clins d'œil, en tout cas. Comme on disait au théâtre ce soir, les costumes sont de Donald Cornwell et les décors de Roger Hart. Donc les costumes ici du végétal sont de Monica. Voilà, et en tout cas, on en aura bien besoin parce qu'aujourd'hui, ça va être... en fait, on va sauter les deux pieds dans la mare du transhumanisme, et c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas nouveau, comme beaucoup de choses qu'on évoque d'ailleurs ensemble, Philippe, mais qui est ultra d'actualité, on va dire, chez plus de monde que ça ne l'a été au départ. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était pas non plus que ça intéressait des masses de gens, à part ceux qui étaient dans ce milieu-là. Et ce qui m'a marqué, Philippe, c'est que j'ai été faire un petit tour sur Wikipédia. Et juste en tapant transhumanisme, alors sans lire la définition, parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'une des premières phrases, c'est de dire que c'est un mouvement qui est là pour améliorer les conditions de l'humain. Voilà, comment on commence la définition du transhumanisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer là-dessus, Philippe? Ça améliore vraiment la vie? Voilà. Alors, cette définition, elle est due à Max More. Max More, c'est un philosophe qui a développé un mouvement qu'on va un petit peu présenter, l'estropianisme, qui considère que la technologie est capable de limiter la progression du désordre qu'on appelle en physique l'entropie. Donc, il définit le transhumanisme comme un mouvement intellectuel international, prenant l'utilisation des sciences et des technologies dans le but d'améliorer la condition humaine en augmentant sa capacité physique, psychologique et mentale, et de supprimer le vieillissement et la mort. Voilà. Évidemment, il y a toujours le contrepoids. Ce mouvement étudiera aussi les avantages et les inconvénients de ce développement technologique au niveau sociétal. Évidemment, c'est toujours la petite phrase qu'on met pour ponctuer. Donc, un mouvement intellectuel, un mouvement, on va dire, à prétention scientifique, qui vise véritablement à augmenter l'humain, comme si l'humain devait être amélioré. Donc, on peut donner différentes définitions du transhumanisme. Au sens strict, le transhumanisme est un mouvement en faveur de technologies utiles à l'augmentation de l'humain par la technologie, dans le but d'augmenter nos libertés et nos capacités. Au sens plus précis, il y a trois aspects fondamentaux. L'augmentation radicale de la durée de vie, c'est-à-dire ce mouvement vise à ralentir, voire à supprimer le vieillissement et pourquoi pas la mort. L'augmentation cognitive, c'est-à-dire plus d'intelligence, de créativité, d'empathie. Et puis l'augmentation prosthétique, on rentre dans le règne des prothèses et des objets connectables. Vos lunettes pourront être des lunettes connectables. Connectables à quoi? À Internet, les habits. On rentre dans le monde de la réalité virtuelle,
de la communication par la pensée et de l'action sur les objets connectables dans nos quotidiens, par la pensée également. Au sens large, le transhumanisme est un mouvement en faveur on va dire, des développements technologiques utiles pour la société, tout en ayant conscience des dangers. Alors effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. La possibilité d'augmenter la vie et en bonne santé, ça permet d'avoir plus de projets, d'expériences, de rencontres, d'expériences. C'est plutôt favorable. L'augmentation de nos possibilités intellectuelles permet d'envisager de résoudre des problèmes de plus en plus complexes, de reculer les limites de la connaissance. L'augmentation de nos possibilités, ça fait partie des fantasmes, voilà, devenir des Superman. Et puis, augmenter notre sensibilité, c'est-à-dire devenir plus conscient. Ça, c'est un aspect, puis peut-être développer un aspect plus altruiste pour la société, pour le bien de tous. Alors, les inconvénients, évidemment, ils sont nombreux, ils viennent contrebalancer les avantages. Risque de fracture sociale exacerbée. Évidemment, imaginons des gens qui ont la possibilité d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue, qui ont beaucoup plus de force et plus d'intelligence. Comment des hommes, entre guillemets, normaux pourront lutter? Vous voyez, on revient un petit peu à des thèmes mythologiques qu'on voit, entre autres, dans la mythologie grecque. Vous avez les dieux, les demi-dieux et les simples mortels. Deuxièmement, c'est le risque de dépendance au secteur privé. Que se passe-t-il si, par exemple, vous avez un exosquelette qui vous permet d'avoir une locomotion aisée à 90 ans et qu'une société décide de plus le produire? Ça sera comme les ordinateurs. Vous voyez, vous avez un vieil ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on ne peut pas le doper. Généralement, vous êtes obligé d'en acheter un autre. Et puis, si l'entreprise ferme, tant pis, vous n'aurez plus la possibilité. Donc, c'est un réel risque. Le risque de dépendance au secteur privé, ça, c'est ce que je viens de dire. Le risque de marchandisation du tout. Oui, on marchande tout. C'est ce qu'avait prévu Karl Marx. Le capitalisme essaye de tout négocier au niveau financier. Vous voyez, on crée la vie, la fécondation in vitro, le diagnostic préimplantatoire, l'allongement de la durée de vie. Et puis, il y a un réel risque pour la société. Alors, à la base, on voit bien qu'il y a une peur de la mort chez les gens qui ont développé le transhumanisme. Alors, ça commence en 1956, où des chercheurs, les plus connus sont John McCarthy et Marvin Minsky, deux mathématiciens, se sont lancés un défi, développer l'intelligence artificielle. Donc, ils font une réunion en 56 dans le New Hampshire, dans le but de développer ça. Et ils pensaient régler le problème en quelques années. Évidemment, c'est le démarrage, on en est 70 ans après. Alors, quand on regarde la vie de ces gens, il y avait quand même une sorte de haine du corps. Donc, ils ont peur du vieillissement, ils ont peur de la mort, et leur but caché, c'est de prolonger la vie aussi longtemps que possible. Donc, c'est revenir à quelque chose d'assez aspirituel. On pense qu'une seule vie existe, celle d'ici-bas. Il n'y a pas de vie après la vie. On peut développer une spiritualité athée, c'est pas. Mais pour eux, il y a vraiment une angoisse. La peur princeps de l'homme, c'est la peur de mourir. Et puis, par la suite, ce mouvement s'est développé et surtout, il a réussi habilement à développer ce qu'on appelle la recherche NBIC. N pour nanotechnologie. Alors, on aura une émission spéciale sur les nanotechnologies. B pour biologie. I pour informatique et information, et C pour sciences cognitivistes. Alors, ces trois, disciplines fonctionnent en synergie et se développent de façon exponentielle, donc très, très rapidement. Alors, cette notion d'exponentielle, je vais simplement l'illustrer. Au 5e siècle, un moine brahman qui s'appelait Sassi, a développer le jeu d'échecs comme une sorte d'allégorie du pouvoir, vous voyez, comme Game of Thrones, cette série qui initiait le public au pouvoir de la royauté.
Donc, il y avait un roi, il y avait une reine, il y avait une tour, pour expliquer qu'un roi sans son armée n'est rien, il faut qu'il ait une dame, etc. Et donc, on a demandé à ce moine ce qu'il voulait comme récompense. Il a dit un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, et à chaque fois qu'on passe de case en case, on multiplie par 2. Donc, comme il y a 60 cases au jeu d'échecs, ça fait 2 à la puissance 64, et donc ça fait une quantité énorme, on ne s'en rend pas compte, mais ça progresse très très vite. Il aurait fallu l'équivalent de 13 864 villes, chacune comportant 1054 greniers, dans lesquels il y aurait une quantité énorme qui aurait évidemment largement dépassé ce que l'Empire indien pouvait fournir. Donc ça veut dire que ça progresse très très rapidement, quoi. Et donc, cette idée de la progression rapide, qu'on peut appeler exponentielle ou géométrique, on la voit également avec Malthus, qui dit, finalement, l'humanité se développe de façon exponentielle, et il utilise à l'époque le terme de progression géométrique. Quand vous avez une suite de nombres ou de chiffres, par exemple, vous avez à chaque fois multiplié par 2 le chiffre précédent, 2, 4, 8, 16, 32, vous voyez, ça progresse rapidement par rapport à une progression arithmétique où vous ajoutez les termes les uns après les autres. 1, par exemple, 3, 5, etc. Vous voyez que ça progresse beaucoup plus lentement. Et donc, il dit, il y a un problème entre la progression géométrique de l'humanité et la progression des nourritures. Donc, on arrive à 2 solutions, soit diminuer la population, soit augmenter les nourritures. Donc, on voit bien que la deuxième solution a été plutôt choisie. On a quelques indices, Philippe. On a quelques indices, voilà. Alors, la recherche NBIC progresse de façon exponentielle. Ça veut dire que dès qu'une discipline a trouvé quelque chose, elle est immédiatement transmise aux 2 autres. Il n'y a pas de compétition, comme c'était le cas dans la science avant la recherche NBIC, et ça va très très rapidement. Alors, on voit bien que le transhumanisme considère que l'homme est faible. Alors, il a des arguments. Le programme Deep Blue, qui a été proposé par IBM, a battu le champion d'échecs Garry Kasparov en 1997. Et puis, le jeu de Go, où il y avait là aussi des champions. En 2014, le programme Algo a battu un champion de Go. Donc, l'homme est médiocre intellectuellement, l'homme est faible, il est malade, l'homme est mortel. Et puis, il y a cette idée que l'humanité, quand elle n'est pas contrôlée, ça va entraîner une dégénérescence. Vous voyez, c'est tout l'arrière-plan eugéniste. Alors, assez rapidement, la recherche NBIC a compris qu'en travaillant sur la santé, il pouvait adhérer l'humanité. Donc, c'est plutôt ce qu'on a mis en avant. Donc, en matière de santé, on a commencé par le diagnostic pré-implantatoire, puis la fécondation in vitro, la transgénèse animale qui permet d'insérer un génome étranger dans un génome d'accueil, voire même d'utiliser une cellule ou une bactérie comme un réceptacle dans lequel on met un ADN entièrement synthétique, c'est la biologie synthétique. Et puis, on a envisagé des nanorobots qui surveilleraient en permanence le corps pour voir s'il y avait une augmentation de viscosité sanguine avec un risque de thrombose ou d'infarctus ou de phlébite, et de surveiller en permanence. Et puis arrive le transhumanisme qui est le summum, puisque si on en croit le Forum économique mondial, on parle non plus de transplantation d'organes, mais d'impression 3D d'organes, comme si l'homme devenait un cyborg. On en a parlé à l'épisode 1 d'ailleurs. Hein. Si vous n'avez pas vu, les amis, allez le voir. Voilà. Alors, quand on regarde, que ce soit Marvin Minsky ou un autre personnage, Raymond Kurzweil, dit Ray Kurzweil, ce sont des physiciens. La première génération, c'était des mathématiciens qui envisagent l'humain comme une série de pièces, comme un mécano, vous voyez, comme une voiture, quoi. Ils n'ont pas du tout une idée de la complexité biologique. Alors, par exemple, pour la petite anecdote,
Ray Kurzweil prend à peu près 100 à 200 pilules par jour, ça lui coûte plus de 1 000 $ pour repousser le vieillissement. Visiblement, quand on voit les photos, ça n'a pas vraiment réussi. Et donc, il ne se pose même pas de question de l'interaction des molécules qu'il prend entre elles, puisqu'on sait qu'il y a des interactions croisées. Alors, il y a un autre cybernéticien qui s'appelle Kevin Warwick, qui, lui, s'est mis des puces dans le cerveau. Il a été le premier implanté. Et il est tout fier d'ouvrir son garage ou de son ordinateur. Et lui aussi, il ne se pose pas la question de la complexité biologique. Alors en France, nous avons un des chantres du transhumanisme, le docteur Laurent Alexandre, urologue de formation, qui a créé le Doc Doximo, qui lui parle d'inutile et d'utile, de transhumain, qui envisage le transhumanisme de façon complètement fantasmée. Il dit, par exemple, que l'homme qui vivra deux siècles est déjà là. On se retourne, on ne le voit pas. Donc, on nous a prévu que par les puces, on pourrait avoir accès à la télécommunication ou la communication par la pensée. C'est pas du tout là non plus. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois un mélange fantasmé et un mélange réel, à tel point que Luc Julia a écrit un livre sur justement l'intelligence artificielle pour remettre en place les choses en disant que pour l'instant, on n'a pas vraiment de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour avoir un robot qui puisse reconnaître un chat, à 95%, il faut lui avoir fourni 100 000 photos de chats. Vous voyez, c'est des reconnaissances de forme, etc., qui se sont mis en place progressivement. Donc, ça paraît un peu fantasmé. Alors, on nous parle de téléchargement de la conscience, comme si notre conscience pouvait se télécharger. Vous voyez, on est dans un mélange de réalité et de fantasme. Ce qui est le propre de ce mouvement, c'est de confondre les différentes dimensions. Alors, évidemment, quand on regarde ce mouvement, on sent bien, comme je l'ai dit, que derrière, il y a la peur de mourir, il y a un postulat purement matérialiste, et puis ces différents mouvements ont comme objectif de changer l'humain comme si il voulait devenir des dieux, comme s'il voulait changer l'évolution. Alors Ray Kurzweil a introduit la notion de singularité. Pour lui, en 2045, l'homme et le robot doivent fusionner, l'homme et l'intelligence artificielle, on va dire ce qu'on pourrait appeler les sciences de l'information doivent fusionner. Il n'est plus possible de laisser l'homme tel qu'il est. Alors, ça veut dire quoi? Alors, son argument, c'est de dire que il prend l'exemple de la loi de Moore. La loi de Moore, Gordon Earl Moore, c'est un informaticien qui avait prédit en 65 que tous les 18 mois, les capacités informatiques doubleraient. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, non seulement les capacités doublent, mais la taille diminue. Vous voyez, si on regarde, dans les années 50, arrivent les premiers ordinateurs. Donc, c'est des bobines de ferraille, c'est des lampes à transistors, c'est des pièces immenses, ça coûte très cher. On a des photos d'informaticiens de cette époque travaillant en short et torse nu, tellement ça dégageait de la chaleur. Dans les années 60 apparaissent les premiers transistors. Donc, évidemment, on commence à diminuer la taille des ordinateurs. Et puis, dans les années 70, apparaissent les premiers circuits intégrés, à peu près 1 millier de transistors. Donc, on a un ordinateur de la taille d'un bureau. Puis, dans les années 80, on a tout ce qui est puce. Donc, vous avez à peu près une dizaine de millions de transistors dans une puce. Et donc là, on a un ordinateur de la taille d'une mallette. Et puis maintenant, on a des petits ordinateurs qui sont de la taille d'un iPhone. Un iPhone, c'est tout petit, quoi. Si vous voulez un chiffre, une tablette, il y a 30 ans, il aurait fallu à peu près 5000 ordinateurs connectés pour avoir la capacité qu'a une tablette maintenant. Donc, Gordon Moore voit à la fois une progression exponentielle de l'information, voilà, qui vient du fait qu'on peut graver de façon de plus en plus fine et à petite taille. Et puis, d'un autre côté, une diminution conséquente
pas exponentielle, mais la taille. Alors, Ray Kurzweil dit finalement, il voit une progression de l'information exponentielle et un temps exponentiel de contraction pour passer d'une étape à l'autre. Alors, il revisite un petit peu l'évolution, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'ils veulent devenir Dieu à la place de Dieu. Donc, il nous dit, bon, bah, arrive le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, la Terre, 5,5 milliards d'années, et puis arrivent les premières molécules, ce qu'on appelle la chimie prébiotique, de l'ADN, des protéines, des lipides, c'est-à-dire des acides gras qui arrivent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bah, l'ADN réussit à s'insérer dans des cellules, des bactéries, donc une vie basée sur l'ADN se développe, et puis après, bah, les organismes, deuxième étape, deviennent pluriels. Hein, on passe des organismes unicellulaires à des organismes pluricellulaires. Puis dans une troisième étape, on voit qu'à travers les espèces qui s'enchaînent les unes après les autres, eh bien, il y a une montée de conscience. Et puis cette montée de conscience entraîne chez l'homme un développement technologique, quatrième étape. La cinquième étape, bah, l'homme doit fusionner avec la technologie. Dans la sixième étape, bah, finalement, il n'y a plus que les robots. L'intelligence des robots l'a emporté au détriment de l'homme. Voilà un petit peu sa vision. Alors, il a essayé de faire un raisonnement qui ne tient pas la route. Par exemple, si on regarde sur les grandes catastrophes, pour lui, les grandes catastrophes, c'est le fait d'éliminer les espèces qui sont plus adaptées à l'environnement. On voit bien là où il veut venir, c'est-à-dire des gens qui seraient résistants à être pucés, transhumanisés, vaccinés, seraient des gens qui plus adaptés à l'environnement. Donc, soit ils s'éliminent d'eux-mêmes, soit on les élimine. Hein. Donc, il y a 445 millions d'années, c'est la première extinction. On est dans les ères géologiques de l'Ordovicien. Puis, il y a, allez, on va dire 380 millions d'années, 360 millions d'années, deuxième extinction, le Dévonien. Puis la troisième extinction, c'est au Permien-Trias. Alors, celle-ci, elle a lieu il y a à peu près 245 à 250 millions d'années. Puis la quatrième extinction, c'est le Trias jurassique qui a lieu il y a 200 millions d'années. Puis la cinquième extinction massive, elle a lieu il y a 66 millions d'années, c'est la mort des dinosaures. Et il y a 13 millions d'années, c'est la dernière extinction, l'Holocène. Et si vous regardez, à peu près 445, 270, 200 millions, 66 millions, et puis 13 millions, ça ne suit pas une progression exponentielle. Alors, il y a des mathématiciens qui ont vu qu'il y avait des limites à tout ça. Notamment, il y a des limites physiques, par exemple, le fait que la vitesse de la lumière ait une vitesse limite, on ne peut pas dépasser, selon la relativité d'Einstein, la vitesse de 300 000 km à la seconde. Ça fait une limite spatio-temporelle à la transmission d'informations. Il y a une limite quantique, c'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas transmettre des fréquences ad viternam. Il y a des dimensions quantiques qu'on ne peut pas dépasser. Et puis, si on a limité la croissance de l'entropie en faveur de la croissance informationnelle, vous voyez qu'il y a une espoir. Si vous avez de plus en plus d'informations, vous payez le prix en désordre. Voilà. Et donc, ces trois limites font que la vision de Ray Kurzweil ne tient pas la route, si vous voulez. Alors, on voit bien que derrière tout ça, il y a une volonté de surmédicalisation, il y a une volonté d'imposer, comme dans le meilleur des mondes, un contrôle de la fécondation. Vous voyez, le meilleur des mondes, c'est un ouvrage qui a été écrit en 1932. On a un procédé qui est assez intéressant qu'on appelle le procédé Bokanovsky. Dans cette société, on a les alphas qui sont l'élite, puis après vous avez les bêtas qui sont les exécutants, puis après vous avez les deltas, les gamma et les epsilon. Alors les deltas sont des gens qui vont exécuter, et puis les derniers, les epsilon, sont vraiment ceux qui vont exécuter les basses besognes. Et on a fait en sorte que comme la fécondation est extérieure au corps humain, ce qu'on appelle l'utérus artificiel, on a oxygéné de façon différentielle les cerveaux, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont programmés pour être des esclaves et d'autres qui sont programmés pour être des élites.
Alors, Aldous Huxley s'était rendu compte que ce qu'il avait vu allait arriver. Alors, il y a une polémique, hein. On ne sait pas trop s'il a eu des documents, c'est ce que prétend Pierre Hillard, ou au contraire, il a eu une intuition. Mais c'est pareil pour 1984 et puis pour A.G. Wells. En tous les cas, il dit dans un petit opuscule qui s'appelle Retour au meilleur des mondes, qui est une sorte de réflexion sur son roman, j'avais projeté ce monde nouveau à une distance de 6 siècles et je me trouve assez terrifié de me rendre compte que la plupart de mes prédictions se sont réalisées en moins d'une génération. Alors, Oui. Ce que je voulais juste, faire comme parenthèse, c'est cette, cette nécessité d'avoir le consentement de la masse et ça rejoint je le dis parce que, pour, ceux qui sont, tout le temps là-dedans, ça paraît évidemment logique. Mais j'invite vraiment les personnes à aller voir tous les contenus que nous avons faits sur la fabrique du consentement. Parce que c'est intimement lié pour adopter cette, ce non-sens humanisme. C'est vraiment là, on est dans la rupture totale de ah ce ben qu'est complètement. l'humain et pour l'adopter, en se disant que finalement on s'upgrade sans se rendre compte que c'est la fin, eh bien, ça prouve le niveau d'endoctrinement, mais c'est vraiment violent. Je donne juste un petit exemple parce que Philippe, quand tout à l'heure, tu parlais de cette réduction de taille, Mm. des objets finalement, c'est vrai que souvent je me questionne, quand va venir cette fameuse puce? Puisque avec ces QR codes qu'on voit partout maintenant. Alors un peu moins ici, mais c'est vrai qu'en Asie, beaucoup plus, hein, je fais référence à certaines villes en Asie. Il faut le sortir toutes les 2 secondes quand on arrive au travail pour prouver qu'on n'a pas été dans un certain périmètre, pour aller dans les boutiques. Toutes les 2 secondes, on sort le téléphone pour scanner, on sort le téléphone pour scanner, on sort le téléphone et je me dis, à un moment donné, les gens vont trouver génial de se dire: «Ah bah, j'ai plus besoin de sortir mon téléphone pour me scanner. Je vais avoir, ce qu'il faut sous la peau» et on a vu d'ailleurs, des mouvements il y a quelques années de ça, hein. Je ne sais pas si tu te souviens Philippe, les amis, vous savez avec ces implants sous la peau. C'était comme des Mm. piercings mais sous la peau et malgré tout, il y a des modes qui sortent un peu, beaucoup certaines fois. On voit, on sent, enfin moi qui suis très sensible, je sens les tests se faire dans la population au travers le temps et je me dis: «Quand est-ce qu'on va arriver à ces et comment ça va être amené comme étant finalement un soulagement, un gain de temps et c'est toujours présenté comme, ouais effectivement, quelque chose de pratique et je rappelle qu'au CERN, à Genève, on a le CERN, moi j'habite à Genève, Mm. je ne sais plus s'ils ont 2000 employés, enfin c'est énorme, hein. Eh bien, est-ce que c'est toujours, d'actualité? Je ne peux pas être formelle, mais en tout cas, encore, quelques mois en arrière, tous les employés avaient un bracelet autour du poignet pour aller travailler et s'ils ne respectaient pas les distances entre eux, le bracelet les avertissait. Mhm. Alors, ça pose quand même une sacrée question sur est-ce que enfin, il y a même pas besoin de se poser la question. On sait que, au niveau technologique, on pourrait tout à fait se mettre un petit truc qui vibre dans son poignet pour que quand on est trop proche d'une personne, on se mette à vibrer et puis qu'on nous le rappelle. Enfin, moi, c'est vrai que je vois toujours, que comme j'ai une très grande imagination et que j'envisage plein de choses, je me dis: «Philippe, quand on parle du transhumanisme, on est obligé de se questionner sur, les valeurs de ceux qui Ouais, créent tout à ces fait. technologies effectivement et sur l'obsolescence programmée que tu as mentionné sans parler d'obsolescence programmée. Voilà, j'ai fermé ma parenthèse. Je te remercie pour cette petite pause que Euh, j'ai pu apporter. oui, oui. Bah, c'est bien ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais c'est un programme de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on est en train de gommer l'humaine nature. Vous voyez, les questions qu'on doit se poser, c'est faut-il améliorer l'espèce humaine? Faut-il changer son mode de reproduction? Euh, les questions que se pose Laurent Alexandre, c'est peut-on faire l'amour avec un robot? Il dit, à un moment donné, il n'y a aucune différence entre faire l'amour dans la réalité et faire l'amour avec une partenaire imaginaire dans un lit virtuel. Donc, le transhumanisme est-il un humanisme? Euh,
Pourquoi faudrait-il devenir un cyborg? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi aller dans cette direction? Vous voyez, en fin de compte, il y a eu des avertissements d'intellectuels reconnus. Par exemple, Stephen Hawking, l'astrophysicien, avant de mourir, avait dit que l'humanité devait se méfier du transhumanisme parce que tout simplement, c'était la disparition de l'humain. Et c'est un peu ce que veulent les transhumanismes, c'est que l'intelligence artificielle supplante l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'on a une espèce d'accélération, vous voyez, qui fait que la technologie va de plus en plus vite, à tel point que l'être humain n'est plus adapté au milieu dans lequel il vit, qu'on pourrait qualifier de la sphère informationnelle ou l'écosphère. Il y a quelque chose qui fait que le temps de réaction, je l'ai déjà dit, de l'être humain, c'est 100 mètres par seconde, hein, c'est la vitesse de son influx nerveux. Et on a des ordinateurs qui vont de plus en plus vite, sans parler des ordinateurs quantiques qui peuvent arriver et qui auront 100 000 ou 1 million de fois plus rapidement que l'être humain. Donc à ce moment-là, l'être humain est pulvérisé. Et sans qu'on s'en rende compte, on nous a rendu presque impatients, vous voyez. On en avait déjà évoqué... cette impatience, on l'avait évoqué quand on disait qu'avant, quand on allumait un ordinateur, les gens de ma génération, si ça prenait 3-4 minutes avant de s'allumer, on attendait. Vous voyez, il y en a qui buvaient un café, d'autres qui fumaient, et puis voilà, on était déjà émerveillés. Mais maintenant, si ça ne répond pas au quart de tour, on voit bien que il y a un mouvement. Par exemple, les gens de ma génération, on avait l'habitude de calculer. Avec les calculettes, on a perdu la capacité de calculer. Moi, je peux vraiment attester que je calculais bien mieux avant. Je me souviens, dans mon enfance, il y avait des épiciers et des épicières qui avaient un sens du calcul mental très, très affiné parce qu'ils faisaient ça tout le temps. Maintenant, vous avez des gens, pour faire 4 articles à 2 euros, ils prennent la calculette. C'est un réflexe. On n'a plus. Donc, on a délégué notre pouvoir de calculation à la calculette, de même qu'on commence à déléguer son pouvoir de mémorisation au portable qu'on a sous soi, et on s'aperçoit que les gens commencent à avoir de moins en moins de mémoire. Donc, on voit bien que le cerveau perd en quelque sorte son autonomie, et le cerveau devient en quelque sorte une interface par rapport à l'ordinateur, et on va devenir une synapse sur un ordinateur géant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait un cerveau géant qui est Internet et chaque internaute devient une synapse de ce cerveau géant. Il ne faut pas oublier que dans un cerveau, il y a à la fois une partie consciente et une partie inconsciente. Et donc, il y a le dark net, vous voyez, c'est la partie noire du cerveau collectif que constitue Internet. Et puis, il y a la partie lumineuse. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais Big Data, ça a permis à la partie adverse de savoir comment on pensait. Et donc, sans Internet, on n'aurait pas pu prendre le pouls des différents citoyens dans les différents pays pour voir quel argument était plus avantageux pour faire avancer, par exemple, une campagne de vaccination ou l'idée de faire triompher certaines idées politiques ou technoscientifiques. Il ne faut pas oublier que la bataille que nous vivons, elle est essentiellement une bataille sur l'information. C'est la raison pour laquelle j'insiste en montrant que c'est difficile avec les informations qui nous sont données, de voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, on fait fantasmer les gens parce qu'on leur dit qu'on va pouvoir les rendre immortels, télécharger leur conscience sur une clé USB ou une disquette, mais ça, c'est loin d'être le cas. Vous voyez, on a plus des systèmes qui traitent beaucoup de données d'information, plus que autre chose. Vous voyez, par exemple, pour gagner au Go, il faut faire beaucoup de combinaisons. Vous voyez, si Garry Kasparov a été battu, c'est parce que on a une banque de données de 30 millions de coups aux échecs qui représentent à peu près 100 000 parties d'échecs. Et donc, il y a une espèce de grosse mémoire, mais l'ordinateur, jusqu'à présent, n'a pas encore la créativité. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'aura pas, mais je dis qu'à un moment donné, on fait adhérer les gens en les amenant sur leur peur principale, qui est la peur de mourir. Donc, on voit bien que derrière le transhumanisme, il y a des ingénieurs, des scientifiques qui sont matérialistes, qui ont peur de mourir, qui ont la tentation d'imposer à l'évolution une autre direction que celle que la nature avait prévue,
que l'humaine nature doit être augmentée pour qui, pourquoi et dans quel but. Pourquoi modifier le mode de reproduction? Pourquoi être un cyborg? Pourquoi transformer le transhumanisme en une forme d'eugénisme? Pourquoi l'intelligence artificielle doit immanquablement battre l'humain? Pourquoi dans la dernière phase envisagée par Ray Kurzweil, il y a l'intelligence artificielle qui supplante, il n'y a même plus d'être humain. Vous voyez, c'est une fusion. C'est ce que dit d'ailleurs Klaus Schwab en disant qu'il veut arriver à la fusion entre l'identité numérique, l'identité biologique et l'identité physique. Donc chaque être humain doit avoir une identité. Et derrière aussi le transhumanisme, il y a la volonté d'avoir un contrôle absolu sur les citoyens. Vous voyez, une traçabilité. Ça, c'est vraiment l'obsession. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'état psychologique qu'on pourrait appeler paranoïde, où chaque citoyen doit être vu. Et d'ailleurs, dans le transhumanisme, vous voyez, il n'y a plus de frontière entre ce qui est l'intérieur et l'extérieur, entre la vie privée et la vie publique. Vous sortez, vous n'avez plus l'anonymat, il y a des caméras à reconnaissance faciale, et puis on envisage des caméras à l'intérieur du domicile des différents citoyens, comme si, vous voyez, nous n'avions plus d'intimité, de vie privée, quelque chose qui doit rester en dehors de la société, quoi. Parce que l'obsession, c'est vraiment de surveiller. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi rendre la taupe voyante? Qu'est-ce que ça? Est-ce que la taupe qui retrouve une vision reste encore une taupe? Et pourquoi lui donner des yeux? Alors, vous voyez, on nous fait miroiter, par exemple, les femmes ménopausées pourront avoir des enfants. Mais est-ce que c'est utile? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait que les enfants qui ont été conçus avec des gens très âgés, il y a une angoisse de perdre leurs parents. Est-ce que l'homme pourrait être enceinte et donner naissance? Est-ce que c'est utile? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il est utile de séparer les polarités de la société? Et on comprend qu'il y a tout un plan qui s'est mis en place progressivement. Tu évoquais, Emma, le piercing, c'était un début, vous voyez, d'intrusion des objets dans le corps. Hein. Donc ça prépare le piercing, ça prépare la puce, ça prépare l'identification numérique. De même, vous voyez, on a tablé aussi sur le fait qu'il y aurait de plus en plus de problèmes de fertilité. Donc, effectivement, on a recours à la fécondation in vitro. C'est déjà, vous voyez, un mode de reproduction, on va dire, artificiel. Et puis après, on aura l'utérus artificiel. On pourra voir le bébé se développer chez soi, presque dans un bocal. Oui, il y a déjà la gestation pour autrui Voilà. qui maintenant est admise partout. Alors, bon, c'est pas le propos de cette vidéo, mais c'est vrai qu'on sent bien que l'esprit de ce que est notre essence en tant qu'humain a été complètement chamboulé. Alors là, pour le coup, je trouve de façon très accélérée. Mais j'avais une question, Philippe, parce que tu as parlé au tout début de cette vidéo d'empathie. Et j'avais envie de prendre cet exemple pour te poser cette question-là. Selon un des principes du transhumanisme, l'idée serait d'améliorer et d'augmenter l'empathie. Alors, les amis, vous savez à quel point sur mon canal, et d'autant plus avec Philippe, eh bien, nous parlons de l'importance de la définition des mots et de savoir est-ce que ces mots-là ont été subvertis? Parce qu'on est en plein dedans. Quand on nous dit oui, on peut avoir plus d'empathie. Alors déjà, comment? Est-ce que ça a été déjà évoqué? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit, alors comment on peut augmenter l'empathie? Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu naïve. Je me dis, mais l'empathie, c'est plutôt un principe humain, non? Qu'un robot? Oui, l'empathie, c'est un principe humain. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'on essaye de nous déshumaniser en mettant en avant des principes humains augmentés. Effectivement, c'est pas avec une société qui prône la distanciation sociale, vous voyez ce que je veux dire, qu'on peut arriver à développer l'empathie. C'est ça. Voilà, ça vient de l'éducation, l'empathie. Je pense que moi, naturellement, l'homme est bon. C'est la société, la pédagogie qui fait que on le transforme. C'est tout le problème qui est central à la biologie et à l'anthropologie. En biologie, c'est l'inné et l'acquis.
quelle est la part innéiste et quelle est la part d'acquis. Et puis en anthropologie, c'est la relation entre le biologique et le culturel, quoi. Donc, je crois que plutôt que de développer des moyens d'augmenter l'empathie, l'intelligence, etc., on devrait vraiment réfléchir sur les pouvoirs de l'esprit et les pouvoirs de la pédagogie. On a un cerveau qui a des pouvoirs inexploités, on n'est pas obligé d'avoir des puces pour le faire. Philippe, toi qui es quand même psychanalyste, les amis, si vous ne connaissez pas le parcours et le CV de Philippe, allez voir dans la description, tout y est. Je ne vais pas le répéter, c'est trop long, Philippe, hein, tu m'excuses, mais on sent bien en tout cas que tu as enseigné pendant plus de 15 ans aux universités de Paris. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'écouter. Toi qui es quand même psychanalyste, alors je ne te demande pas de faire une analyse approfondie, surtout que on n'a pas préparé cette capsule où je t'ai dit, je vais te poser cette question-là, mais les gens comme, on a vu Laurent Alexandre, moi je l'ai vu péter un plomb sur un plateau de Touche pas à mon poste, mais vraiment, et je me dis, de se mettre dans des états pas possibles à ce point, je crois que ça parlait de vaccin. En fait, dans les yeux, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. On part du principe, quand on lit toutes les définitions du pro-transhumanisme, il y a un détachement de la considération de l'âme, ou même ça n'existe pas, enfin voilà. Quel est le profil, j'ai envie de dire quand même, psy de ces gens-là qui sont en train de baver devant ce concept, mais réellement, hein, qui sont en transe, j'ai envie de dire quasiment. Tellement le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi? Il y a une forme de, justement, on parlait d'empathie. Est-ce qu'on n'est pas limite psychopathe là? Parce que ce Je qui pense caractérise que un psychopathe, il n'a pas d'empathie. on sent pas de l'empathie chez lui. En tous les cas, il le manifeste pas. On sent qu'il est dogmatique. Dès qu'on n'est pas en accord avec lui, il n'y a pas de discussion possible. Il est le sachant et les autres ne savent rien. Il y a une conférence, il l'a nié, mais enfin, il traite les gens qui refuseraient le transhumanisme ou qui ne seraient pas, comment dirais-je, en mesure d'être sélectionnés pour être augmentés, parce qu'effectivement, il faut avoir des critères, vous voyez, lesquels on ne sait pas. Il les traite d'inutiles, donc c'est pas vraiment de l'empathie. Moi, la réflexion que je me suis faite, je l'avais dit dans une émission, je vais la reprendre, c'est que il y a toujours eu, de la part de la pensée occidentale, une méfiance vis-à-vis de la nature, parce que l'homme se sent en sentiment d'infériorité vis-à-vis de la nature. Et donc, faut pas oublier que le mot forêt vient du latin forestare, comme je l'avais rappelé, ça veut dire le territoire interdit. Ça a été tour à tour le territoire des chasses royales, puis après, c'est devenu un territoire où existaient des forces un peu ésotériques. C'est le territoire de Merlin l'Enchanteur. Si vous lisez les contes de Grimm, Ouais. vous voyez, on sent que dans la nature, il y a des êtres qui sont dangereux. Le loup, vous voyez. La nature et la forêt en particulier n'est pas un endroit sécurisant pour l'homme occidental parce qu'il ne peut pas dominer, contrôler. Donc, ça paraît normal qu'un être humain qui a ce type de culture ait développé les organismes génétiquement modifiés végétal et animal, et puis qu'il arrive au transhumanisme parce que c'est une volonté de contrôler totalement la nature. Ce programme fait des transhumains les vrais moteurs de l'évolution, ils se transforment en Dieu et ils imposent une évolution qui n'était pas prévue par la nature. Comme je dis souvent, quand la nature a pris une voie et qu'elle la sélectionne, c'est au nom de 3,5 milliards d'années d'essais, d'erreurs, de rectifications. Là, combien d'années de recul nous avons? 56, c'est le démarrage de l'intelligence artificielle dans le collège de Dortmund, dans le New Hampshire, où une série de mathématiciens se mettent à rêver d'avoir une intelligence artificielle. C'est presque les années 60. Vous voyez, on n'a même pas 60 années de recul, à peine, parce que 56, c'est les prémices. Donc, on sent bien, de même les OGM, ça commence à apparaître dans les années 80, puis c'est les années 90, 2000, etc. Donc, on n'a pas de recul, et ça, c'est quand même quelque chose. Donc, le transhumanisme refuse le principe de précaution. Il attire à lui tous les financements parce que tous les oligarches sont favorables au transhumanisme. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de dominer
C'est surtout ça qui Oui. les caractérise. D'ailleurs, Dominer. Google est un des principaux sponsors, non, de Ben, ce Ray mouvement? Kurzweil a été engagé en 2012 par Oui. Google pour être Mmh. responsable de la recherche sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Et donc, on a les géants du net, hein, le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. Vous avez aussi Natou, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Et puis, vous avez BATX, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Baidu. Baidu, c'est l'équivalent c'est un moteur de recherche, l'équivalent de Google. Alibaba, c'est une plateforme de e-commerce. Tencent, c'est une plateforme de services Internet. Et puis, Xiaomi, c'est l'équivalent c'est un vendeur d'ordinateurs. C'est un vendeur d'informatique et de micro-informatique. Donc, ça serait l'équivalent d'Apple ou PC, quoi. Alors, il y a une bataille entre ces géants du net et leur but, c'est vraiment de contrôler. On voit bien pourquoi, par exemple, Klaus Schwab adore le modèle chinois, parce que c'est un modèle qui laisse la place à aucune incertitude. Tout est programmé, déterminé. L'individu est complètement contrôlé, dominé. Ce qui fait la dimension d'un être humain, c'est son côté irrationnel. Vous prenez n'importe quel être humain, même s'il a un prix Nobel, il a une part d'irrationalité, c'est l'affect, l'émotion. Vous voyez, déjà à l'époque, après la Révolution, le graveur anglais William Blake avait eu cette phrase prémonitoire. Il avait dit « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». Alors le sommeil de Newton, Newton étant le grand physicien anglais qu'on connaît, c'est un monde où tout est déterminé. Vous voyez, le monde de Newton, il a été à l'origine de la naissance de la mécanique, et donc tout est déterminé. Vous voyez, si vous avez une voiture qui se propage sur une ligne droite à 100 km à l'heure, bah, vous savez qu'en une demi-heure, vous avez parcouru 50 km, en une heure 100 km, en 2 heures 200 km, et si vous vous projetez dans 1 million d'années en supposant que vous êtes toujours sur une trajectoire rectiligne et à la même vitesse, il n'y a pas de décélération, il n'y a pas d'accélération, vous pouvez prévoir pour l'éternité où sera la voiture. Et donc, l'idée des physiciens de l'époque, notamment le marquis Simon de Laplace, était de dire qu'un être omniscient, on ne parle pas de Dieu, hein, mais il parle d'un être omniscient qui a créé la matière et qui sait très bien où se trouvent les objets qu'il a créés, bah, pourrait à chaque instant déterminer le devenir du monde. C'est ce qu'on appelait le démon de Laplace. Et donc, face à ça, les artistes ont dit, bah, nous, non, on veut pas, on veut tomber amoureux sans que ça soit programmé, on veut vivre sans qu'on ait cette espèce d'hyper-programmation que la physique commençait à mettre en place, puisque la force de la physique, c'est la calculabilité et la quantification. Et donc, ce qui fait la dimension de l'être humain, c'est peut-être ce côté émotionnel, irrationnel, qui fait que bah, y a toujours un grain de sable dans tout projet humain. Et c'est pour ça que ce projet humain devient de plus en plus humain, parce que malgré la froide détermination, on sent bien qu'il y a une espèce de panique, puisque ça n'a pas marché comme il pensait. Alors c'est embêtant de toujours gagner, parce que quand on a toujours gagné, on est mauvais perdant. Pour être un bon perdant, il faut avoir perdu et accepter de perdre. Et eux, ils n'acceptent pas de perdre, parce que ce projet, on l'a vu, la dernière mission qui est en gros à 5 siècles d'existence, puisque à partir du moment où on lit Thomas More, Utopia 1516, on sait que c'était leur objectif. Eh bien, on voit bien qu'il commence à être empreint d'émotionnel, de dérapage, d'irrationalité et de rationalité. Et c'est ça qui fait l'être humain. L'être humain, peut-être la richesse, c'est de vivre de l'émotion. Évidemment, notre vie est riche en émotions. Si on avait l'absence d'émotion, l'idéal des transhumains, c'est avoir un être humain qui est équanime, sans émotion, sans colère, sans souffrance. On sait que la souffrance dans le bouddhisme, c'est un moteur d'évolution. Si on ne souffre pas, bah, pourquoi on irait évoluer? C'est la souffrance qui nous met en mouvement. De même, c'est la maladie qui nous amène parfois à aller vers le médecin. Quand on est en bonne santé, on n'y va pas. Et donc, leur idéal, c'est d'avoir un être entièrement contrôlé, un humain parfait, complètement dominé, déterminé, calculé pour agir. Et le modèle, c'est la fourmi. C'est ce qu'on verra.
Et on retrouve les visions des sociétés totalitaires où les insectes sociaux ont été souvent les sociétés modèles comme la fourmilière, la ruche d'abeilles ou la termitière, où il y a une reine et puis tout comment tourne autour de la reine et il y a des ouvriers qui sont programmés pour exécuter telle tâche. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'exécuter telle tâche, comme une ouvrière ou une fourmi qui est programmée. Et la communication, d'ailleurs, vous voyez, c'est assez intéressant, on pourrait le développer, se fait par des hormones qui sont libérées à l'extérieur, qu'on appelle des phéromones. Et ces phéromones, lorsqu'elles agissent sur un récepteur comme une clé dans une serrure, bah, la fourmi ne peut qu'exécuter l'ordre que la phéromone a induit chez la fourmi. Alors, évidemment, on voit bien que ne pas pouvoir contrôler l'évolution, parce que l'évolution, elle est incontrôlable. Vous voyez, quand on regarde, tout semblait fait pour les animaux à grande taille il y a 66 millions d'années, et puis pof, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Donc, il y a dans l'évolution des voies qui sont prises, qui triomphent à un moment donné, qui disparaissent. On a l'impression qu'il y a une main invisible qui guide l'évolution. On ne sait pas vers quoi elle va. Elle avance, ça c'est sûr, mais on ne sait pas. Donc, je dirais que le profil des transhumains, bah, c'est des gens, déjà qui se sentent supérieurs. Ils sont déjà presque augmentés en tant qu'humains, donc il y a un complexe de supériorité. Il y a une dimension paranoïde, la volonté de contrôler, dogmatique. C'est ce que nous dit Jacques Attali, c'est-à-dire ce qu'il faut maintenant pour le peuple, c'est un projet qui sera donné par l'élite, et l'élite décidera la voie qui sera prise. Sauf que si on avait une évolution réglée par l'élite, ben on n'en serait peut-être pas là, quoi. Peut-être que l'homme ne serait jamais né. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je rajouterais une petite phrase aussi de notre cher Jacques, qui a quand même dit que les idiots iront seuls à l'abattoir. Et bon, je ne sais pas s'il faut y voir quelque chose qui s'observe actuellement, hein, en 2021, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un mépris pour la masse. On le sent, hein, le mépris voilà quoi, le troupeau. Voilà, le troupeau. On voit la pyramide qui est sur le dollar et maintenant sur la pièce numérique. Hein, la pyramide, enfin la partie supérieure de la pyramide est détachée de la base, comme si l'élite flottait au-dessus de la base. Donc ça aussi, quand il n'y a pas d'humanité, d'empathie vis-à-vis de la base, bah, on voit bien que le transhumanisme va renforcer ça, quoi. On voit bien d'ailleurs comment ceux qui mettent en place le transhumanisme n'ont pas d'humanité. Donc, comment attendre de cette technologie qui émane de gens qui n'ont pas d'humanité, de l'humanité? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, et puis on voit bien que les géants du net ne sont pas connus pour leur côté altruiste, donc ça sera réservé à une élite, et puis ça va renforcer, comme on a dit, l'inégalité sociale, la fracture sociale, encore plus. Il y avait une chose qui était, c'est ce que certains disaient, probablement des gens de la base, c'est que qu'on soit riche ou puissant, on était tous égaux devant la mort. Mais même cette égalité devant, on va dire, la longévité que notre corps nous donnait, ou pas, bah, elle est remise en cause, quoi. Donc, c'est pas simplement un changement de société qui nous est proposé. C'est pas une révolution industrielle, une de plus. C'est un changement fondamental de l'être humain. C'est une refonte de l'être humain et c'est ça qui est grave parce que ce changement qui est imposé à 7,7 milliards d'individus, on ne l'a pas décidé. Il n'y a pas eu un référendum, il n'y a pas une volonté de le faire. Et on voit bien que c'est imposé par une élite qui a décidé qu'ils avaient l'intelligence pour pouvoir mener l'humanité de là où doit aller. Et comme on sait que derrière, on retrouve les vieux modèles des sociétés comme les insectes sociaux, hein, voilà, le comte Arthur de Gobineau ou Vacher de la Pouche, bah, on peut être sûr que ça va renforcer leur vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Comment attendre d'une élite qui avait déjà une vision très méprisante vis-à-vis de la base, qu'elle développe une société qui soit le contraire de ce qu'elle est? Donc, à mon avis, on renforce ça. Je sais que tu n'as pas la boule de cristal, hein, mais j'aimerais te demander, pour finir cet épisode numéro 2,
comment tu ressens la suite des événements maintenant? Parce que tu parles de propositions, le transhumanisme, tu me dis, est une proposition. Comment tu vois l'évolution de tout cela? Vu que tu as aussi cette approche, quantique de la relation au temps. Est-ce que les dés sont déjà, lancés Non, depuis longtemps? Est-ce que je c'est pense joué? pas. Moi, je suis possibiliste. Je suis ni enfin, positif ni négatif, je suis possibiliste. Mmh. Possibiliste, c'est que pour moi, le futur est multiple. C'est nous qui allons actualiser la potentialité où effectivement le grand reset l'emporte ou le grand réveil l'emporte. Pourquoi j'ai fait cette deuxième série d'émissions? C'est pour vraiment montrer la vision qu'avait l'élite et ce qu'ils veulent nous proposer, mais de façon la plus transparente possible, hein. Bon, évidemment, je suis pas le garant d'une vérité absolue, bien entendu, mais ce que je vous dis, c'est le fruit de lecture d'articles, de livres, etc. Et c'est ce qui ressort, c'est-à-dire la Mmh. volonté de contrôler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vous voyez, si on lit par exemple le mot René Descartes, le discours de la méthode, 1637, René Descartes nous dit, en parlant de l'homme occidental, être comme maître et possesseur de la nature. Je dirais que le transhumanisme, c'est être comme maître et possesseur de l'homme, de l'humanité. Alors, je pense il y a un réveil des peuples, je le vois. Il y a de plus en plus de compréhension de Big Pharma, de Big Data, que on est dans un système, c'est une guerre mondiale. Au lieu d'avoir des canons, des fusils et des bombes, nous avons l'arme de l'information et de la désinformation. On voit bien que c'est une lutte pour nous désinformer et nous mettre en avant le côté positif de ces technologies. C'est que toute technologie, c'est ce qu'avait montré Martin Heidegger, un des grands penseurs de la technique, et Janus. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Évidemment, si on prend le nucléaire, le côté positif, bah, c'est le soin. Hein, on fait de la radiothérapie, des choses comme ça pour soigner les cancers. Et puis le côté négatif, bah, c'est Hiroshima, Nagasaki. Les OGM, on nous avait prédit, par exemple, qu'on aurait le blé doré qui était plus riche en vitamine A pour lutter contre la faim dans le monde. On voit bien ce que ça a donné. Ça a été l'occasion d'amener les paysans à louer leur sol. Donc on met toujours en avant le côté humaniste parce que je pense que fondamentalement, moi, en voyageant, mon métier d'anthropologue m'a montré que l'être humain est bon. Il est bon. Donc, un être humain bon est plus sensible à des arguments positifs qu'à des arguments négatifs. Si on disait, bah, on veut vous contrôler, etc., ça marcherait pas. Ouais, Donc, on non. y va toujours de façon pédestre. Alors, ce que je vois, c'est que ce plan, déjà, le grand reset ne sera pas le grand reset, ça sera le petit reset, dans le meilleur des cas, puisque ni la Russie ni les États-Unis ne sont en crainte d'appliquer les grandes lignes du grand reset. Je pense que les peuples sont en train de se réveiller. Et ce qui s'est passé, c'est que ce grand reset, il y a eu une accélération. On sent bien que ce qui se passe aux États-Unis, le fait d'avoir l'introduction dans le monde politique de quelqu'un qui n'était pas dans les magouilles, c'est le cas de Donald Trump, a accéléré les choses. Et donc, peu importe qui est Donald Trump, en tous les cas, il a amené le gouvernement profond à accélérer. Il y a un mouvement patriote qui a amené le gouvernement à accélérer les choses. Et l'accélération fait que, comme dans l'évolution, bah, ça va pas. Vous voyez, vous avez des animaux qui ont eu, on appelle ça l'hypertélie, bah, vous avez des animaux qui ont des bois beaucoup trop gros parce que il y a eu un développement accéléré de ces bois. Et des fois, en embryologie, vous avez un organe qui se développe excessivement. Bah, là, le gouvernement profond, du fait de ce qui s'est passé aux États-Unis, de la résistance en Russie, et puis de la résistance des peuples aussi, qui commencent à comprendre pour les plus éveillés, eh ben, ça a amené le gouvernement profond à accélérer, et en accélérant, ils révèlent leur plan, et le plan révélé fait que les gens n'adhèrent pas. Donc, on risque d'avoir en Europe, parce que je pense que ce que je vois, c'est qu'il y a des zones dont les pays sont le référentiel du gouvernement profond. Par exemple, en Amérique du Nord, c'est le Canada. En Amérique du Sud, c'est le Chili. En France, en Europe, c'est la France. Vous voyez, c'est des pays qui sont les plus affiliés au gouvernement profond. Donc, ces pays sont en train de réagir, même si ça paraît lent, mais ça commence à réagir. Et puis,
L'histoire de France, c'est souvent un lac suisse qui paraît calme. Et puis à un moment donné, il y a un geyser qui va émerger parce que il y a la petite faute de trop ou le petit Ouais. excès. Donc là, il y a une espèce de panique qui se fait. Mhm. On sent bien qu'on utilise tout un tas d'arguments. Et cette accélération va probablement entraîner un dérapage. Alors, c'est difficile de dire combien de temps on va devoir supporter ça. Il y aura probablement une période de résistance et puis ça va pas triompher. Parce que tout simplement, je pense que c'est pas aligné sur les lois de la nature. Je pense que la nature balaye tout ce qui n'est pas aligné. Vous voyez, c'est comme ça. On voit qu'à un moment donné, quand quelque chose met en péril une planète, il y a un méta-contrôle qui vient se mettre en place et qui balaye. Ce qui est dérégulé, ça fait partie des méta-contrôles écologiques, vous voyez. Il y a donc quelque chose qui va se mettre en place qui sera à la fois extérieur et intérieur, endogène et exogène, mais il y a quelque chose qui viendra balayer ce qui s'est mis en place. Voilà. Bon, Alors, alors, les amis, on a de quoi être quand même un minimum optimiste. En tout cas, on finit toujours, quand même, vous le savez, sur une note optimiste, Philippe. Surtout qu'on a un sacré planning de tout ce qui arrive, parce que là aussi, tout est lié dans ces contenus maintenant, hein, dans ce prochain menu là. ben, il faut comprendre la révolution des nanotechnologies, qu'est-ce que c'est que la biologie synthétique, comprendre à peu près les grands axes de la recherche NBIC avec l'intelligence artificielle, les sciences cognitives. Après, comprendre la philosophie qui se dégage de ça, parce que vous voyez, il y a une philosophie derrière le transhumanisme. Hein. Nick Bostrom, qui est un philosophe physicien de formation du transhumanisme, définit le transhumanisme comme l'humanisme associé à la technologie. Vous voyez, il y a une espèce de confusion entre le programme humaniste de la Renaissance et de la technologie. Alors, je voudrais finir par une citation d'Octavio Paz. Octavio Paz, c'est un des grands écrivains mexicains, hein, c'est un de mes écrivains favoris, donc poète, mais aussi essayiste, philosophe. Enfin, il avait, comme souvent les intellectuels d'Amérique du Sud, ils ont une dimension beaucoup plus large que nos intellectuels. Il disait, l'homme moderne a la prétention de penser les yeux ouverts, mais cette pensée éveillée nous a conduits dans les labyrinthes d'un couloir sinueux où les miroirs de la raison multiplient les chambres de torture. En sortant, on se rendra peut-être compte que nous avons rêvé les yeux ouverts et que les rêves de la raison conduisent à des cauchemars affreux. Alors peut-être nous recommencerons à dormir les yeux fermés et à ne pas rêver les yeux ouverts. Donc je trouve cette citation très belle et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement profond a la prétention de rêver les yeux ouverts. On voit bien, il y a une espèce de confusion, j'espère l'avoir fait sentir à nos auditeurs, entre ce qui est possible et ce qui est fantasmé. Vous voyez. Et on essaye une fois de plus d'agir sur la peur de mourir, le matérialisme, etc. Et c'est une carte qu'ils mettent en avant pour amener l'humanité à adhérer. Donc, que nos auditeurs réfléchissent. Est-ce que vous pouvez acheter un livre sur Amazon s'il vous manque 2 euros? Non. Donc, je vois pas comment ces mêmes acteurs du net vont se transformer en gentils humanistes. Donc, on voit bien que derrière tout ça, le grand reset, c'est vraiment une mise à plat de la société, un écroulement économique, un écroulement monétaire, le revenu universel, la perte de la propriété privée, et une société à la façon du meilleur des mondes, d'un doux succès avec les alphas, les epsilon, les bêta, les gamma, enfin toute cette hiérarchie d'exécutants avec un degré de liberté plus ou moins grand. Bon, bah, écoute, merci Philippe pour cette, mise au point, transhumaniste du jour. Les amis, j'espère que ça vous a permis aussi de prendre un peu de recul avec, cette, fascination technologique. C'est complètement fou. En fait, on vit dans une époque où il suffit de prononcer le mot high-tech, progrès, algorithme et les gens, bah, alors, voilà, c'est forcément génial. Effectivement, je partage, tout à fait le point de vue de beaucoup de personnes
qui sont optimistes et qui sentent bien que, effectivement, comme tu l'as dit, je crois, dans cette vidéo, la souffrance amène, on ne grandit qu'à travers la souffrance. Il faut voir le pire, imaginer le perdre le meilleur pour savoir, ce qui pourrait nous manquer. Et je pense que c'est plus on va aller loin dans ces délires-là, plus on va nous les montrer dans les médias et plus ça risque de choquer, et de faire prendre conscience. En tout cas, les amis, je vous invite vraiment à relier, continuer à se faire ce travail de relier les points de tous ces contenus que vous pouvez voir, d'aller revoir les vidéos avec Philippe Bobolard parce que on ne peut pas arriver à accepter des choses aussi inacceptables, hein, pour, la survie de l'espèce tout simplement, Mmh. si on n'a pas derrière, une subversion de notre esprit et ça se fabrique. Donc allez voir les contenus sur, la fabrique, on a f créé votre consentement. Allez voir les contenus, qu'on nous avons fait avec Sylvain Laforest aussi qui reprennent Guerre et mensonge parce que Philippe tout à l'heure, quand tu parles d'une guerre, c'est vrai, hein, Sylvain Laforest dans son livre Guerre et mensonge nous explique à quel point finalement alors c'est qu'une partie, hein, une toute petite partie du problème. Les banques, privées, les banquiers privés depuis si longtemps financent les 2 parties des guerres, finalement peu importe qui gagne, le but c'est d'endetter et on voit ce qui m'a frappé là maintenant avec ce qu'on vit depuis 1 an et demi, nous sommes donc en 2021, eh bien c'est qu'il y a même besoin de faire des guerres à l'ancienne pour endetter les pays. Là, je crois que ça a jamais été aussi violent. Il suffit de tout fermer. En tout cas, vraiment, j'espère que nos émissions vous invitent, les amis, à la réflexion encore plus loin, toujours un peu plus loin. Ce qui ne veut pas dire l'affirmation, c'est la réflexion. C'est la réflexion, je n'affirme rien, hein, c'est des hypothèses que je mets en avant, mais elles se trouvent confirmées. Je voulais juste annoncer, enfin, Oui, peut-être un petit supplément. Oui, il y a différents courants transhumanisme. Alors, je vais les énumérer rapidement. Il y a les abolitionnistes. Pour eux, ils veulent abolir la dépendance au vieillissement, hein, qui pour eux est mmh, l'horreur, le comble de l'horreur. Il y a une haine du corps. Vous avez les anarcho-transhumanismes. Au nom de l'anarchie, on doit accepter le transhumanisme. Vous avez les transhumanismes démocratiques. Vous avez les immortalistes, ceux qui veulent atteindre l'immortalité. Vous avez les post-sexualismes qui considèrent que c'est la fin de la sexualité normale au profit une autre façon de concevoir la vie et de créer la vie. Vous avez le mouvement singularitarianisme avec Ray Kurzweil. Il a même créé l'université de la singularité, hein. Il est le directeur des recherches sur Google sur le transhumanisme. Vous avez l'estropianisme qui considère que en quelque sorte, le transhumanisme pourra résoudre tous les problèmes. Est-ce que tous les problèmes créés par la science peuvent être résolus par la science? Non, si on garde le même esprit avec lequel on a créé les problèmes, c'est ce que disait Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit que celui avec lequel on a créé le problème. Vous avez le techno-gaïanisme qui considère que la technologie pourra résoudre, la technologie transhumaniste, tous les problèmes écologiques. Vous avez le transbiologisme, il faut que les animaux soient aussi soumis au transhumanisme, il n'y a pas de raison. Et puis vous avez les libertariens, vous voyez, c'est différents courants. Mais on voit bien que dans ces différents courants, on voit une vision très dominatrice. L'homme n'accepte pas d'être en alliance avec la nature qui donne la voie, et il accompagne la nature, il veut vraiment dominer. Donc je pense que jamais le transhumanisme n'aurait pu naître chez des sociétés qui ont établi un rapport d'alliance, de symbiose avec la nature. Puisque et spirituel le aussi. spirituel, là, c'est un rapport de force. On C'est ça. veut faire rentrer la nature à coups de marteau dans le Mmh. fantasme de l'homme. Et donc, il faut dénaturer la nature, dénaturer l'homme et renaturer la nature au nom du transhumanisme et renaturer l'homme au nom du transhumanisme. Si on peut appeler ça une renaturation, c'est-à-dire c'est une Ouais. transformation. Moi, je parlerais d'infrahumanisme plutôt que de transhumanisme. Alors, on reviendra évidemment sur ces différents aspects avec on verra ce que c'est la nanotechnologie, la biologie synthétique, comment certains biologistes rentrent dans des fantasmes quasiment fous. Et puis voilà, comme ça, on sera plus en mesure de comprendre cette recherche fondamentale NBIC
et qui est en arrière-fond du transhumanisme. Voilà ce qu'on je vous propose. Oui, et puis, ça sera après venu le temps des solutions, mais tout ça, ça se prépare. Il faut, bien connaître, toutes les composantes et faire le tour des questions. C'est pour ça que nos épisodes, vont en profondeur. Merci beaucoup Philippe. Les amis, Merci Emma, regardez le lien de cette, merci à nos auditeurs pour leur attention oui, ah et oui, leur oui, mais on fidélité. a une audience incroyable et puis, merci pour vos commentaires, sous les vidéos. Ça commente beaucoup. On a un forum aussi maintenant qui s'inaugure, sur notre site internet où, bah, vous pouvez interagir, entre vous les amis, hein, donc ça devient de plus en plus, réseautage aussi pour que vous puissiez de plus en plus, vous retrouver, et vous questionner aussi ensemble parce que c'est la culture de la question, hein. Moi, c'est vraiment mon truc et puis allez voir dans la descriptive de cette vidéo les liens pour retrouver Philippe, suivre ses agendas qui sont, bien, bien colorés pour, toutes ces magnifiques étapes que nous allons passer ensemble et aussi, bah, tout le travail de Philippe qui est ultra vaste et je vous invite vraiment à le découvrir en cliquant sur les liens du descriptif de cette vidéo et de partager, les contenus. Vraiment, c'est fait pour ça. Vous pouvez les télécharger sur le site, vous connaissez déjà le mode d'emploi, c'est hyper simple. Pascal en coulisses, travaille, sur des boutons faciles à n'importe quel, alors justement pour le coup, ceux qui n'aiment pas la technologie adorent notre site, hein, Philippe, hein, parce que c'est hyper simple à comprendre. Il y a qu'à se laisser guider et tout est Oui, intuitif. oui, c'est un neurodesign, voilà, C'est c'est ça. assez, là, Bon, voilà. bah, Pour on nos se dit à très auditeurs, vite. ceux qui sont intéressés, je participe à un symposium, à Fort-Calquier, au nom de la terre-mère, donc c'est plutôt la casquette anthropologue là que je mettrai en avant, et il y a des peuples traditionnels, c'est une confrontation entre leur univers et le nôtre, et comment on peut Mmh. former une alliance, puisque finalement nous devenons les indigènes du gouvernement profond, hein. Ah On oui. verra ça, comment on a asservi ces peuples et comment on a commencé à Mmh. les détruire et comment voilà le mécanisme se répète. Un petit élément aussi qu'il faut avoir compris, c'est que ce qui rassure le gouvernement profond, ce qui nous amène vers la dimension antistéite, c'est la répétition. Et nous, quand on honore des cultes, on a aussi des signes extérieurs de notre foi ou notre spiritualité, vous voyez, et eux, ils ont aussi leur gris-gris, quoi, des nombres, des chiffres, la cabale, voilà, des statuts, des répétitions, etc., quoi. Donc, c'est un curieux mélange de rationalité et d'irrationalité. Et puis, une autre chose aussi, si vous regardez la pièce numérique qui est sortie, puisqu'on a maintenant le dollar numérique, le yuan numérique et puis bientôt l'euro numérique, en tous les cas, c'est bien parti. Au lieu d'avoir In God We Trust, nous avons maintenant In Tech We Trust. Et au milieu de cette pièce, nous avons un G, alors ça veut dire gouvernance ou une coupe sagittale du mésencéphale avec une puce au milieu. En tous les cas, voilà. Bah, Beaucoup de choses à explorer en tout cas. On se retrouve très vite les amis et merci encore Philippe, pour, ces contenus si intenses. À bientôt. à bientôt.